Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un drame familial. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2021, un incendie se déclenche au domicile de Marie-France Lacaze-Dieu, alors qu'elle héberge ses deux petits-enfants. Mais que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Tout commence à Abbas, dans les Landes. Ce 15 avril 2021, il est 1h du matin lorsque Sandrine Bonnebatch est réveillée en sursaut. Un terrible drame vient de se produire chez son père. Avec beaucoup de courage, elle a accepté de revenir sur le cauchemar qu'elle a vécu cette nuit-là. Mon téléphone il sonne, l'alarme vient de m'appeler et il y a le feu. Au domicile de Guy, personne ne répond et l'alarme évidemment est reliée à un certain nombre de téléphones de proches de la famille. Je saute du lit, je me mets le bas de pyjama, je réfléchis même pas. Voilà, la panique, vraiment la panique. Affolée, Sandrine et son compagnon Frédéric se précipitent au domicile de Guy, qui habite à 800 mètres. L'angoisse est d'autant plus grande que le retraité n'est pas le seul membre de la famille, en proie aux flammes. Dans cette maison habite Guy, sa compagne Marie-France. On se trouve en période de vacances scolaires. Il y a les petits-enfants de Marie-France qui ont passé quelques jours. C'est très grave parce qu'il y a les petits-enfants qui sont là. J'entendais les gamins tousser et j'ai appelé « Venez, je suis là, venez, venez ». Et bon, il n'y avait rien. Au péril de leur vie, Sandrine et Frédéric tentent de sauver les 4 victimes de l'incendie. J'ai mis la main sur une masse, j'ai cassé une fenêtre. On essaye de rentrer, Fredo passe la fenêtre, sauf que devant nous, il y a un mur de fumée noire. On ne voyait pas 50 cm devant. Et là, j'ai eu la respiration bloquée. Et j'ai réussi à avoir le réflexe de repasser la fenêtre, ressortir. Et ma respiration est revenue. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. C'est inimaginable, et ça fait très peur parce qu'on sait qu'ils sont dedans. Faut y aller là, ils vont s'étouffer là. Et c'est la panique. Impuissants, les proches de Guy en sont persuadés. Sa dernière heure, celle de sa compagne et de ses 2 petits-enfants de 10 et 11 ans, a sonné. C'est le début d'un incroyable fait divers, car ce tragique incendie ne devrait rien au hasard. Nous allons vous raconter l'histoire d'un mystérieux crime familial, savamment prémédité. C'est un incendie criminel. Tout ça a été très clairement préparé, comme une checklist d'un pilote d'avion. L'histoire d'une compagne au double visage. On n'a jamais prononcé le mot « je t'aime ». Ne supportais pas ma famille, ne supportais pas mes enfants. Mon courrier qui disparaissait. Quand il fallait manger le soir, il y avait 2 assiettes au lieu de 3. On s'aperçoit qu'on gêne. L'histoire d'une grand-mère et d'une mère prises dans un dilemme qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Je suis sa fille et je suis la maman de mes enfants. Je disais que c'était pas possible. Je souhaite à personne de vivre ça. Qui peut faire ça ? Qui peut faire ça à ses petits-enfants ? Il n'y a que le diable qui est en mesure de faire des choses comme ça. À Abbas, Guy, Marie-France et ses 2 petits-enfants sont toujours pris au piège quand les secours arrivent enfin. Immédiatement, les pompiers s'engouffrent dans le brasier pour en extraire les victimes, à commencer par les 2 petits garçons. Le pompier, il a pris son courage à 2 mains, il s'est mis la cagoule sur le nez, il a enjambé et le lit était contre la fenêtre. Il s'est mis debout sur le lit, il m'a passé le plus petit des gamins. Je pose le gamin soigneusement derrière, je repars vite et le grand, franchement, il a galéré pour le sortir. Il était entortillé dans la couette en train de tousser. Il me le passe, on le pose. Ils sont noirs de suie. Ils sont noirs. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu et je souhaite à personne de le voir.
Les enfants sont retrouvés, alors d'abord inconscients évidemment, très très vite on va essayer de les ventiler, etc. On se cale à les gifler pour les réveiller. Et en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Marie-France Lacazedieu est retrouvée au pied du lit des enfants. Marie, elle avait un comportement d'une personne en état de choc. Si la grand-mère des enfants est à demi consciente, pour Guy, son compagnon, c'est une toute autre histoire. L'homme est entre la vie et la mort. Une fois que les deux enfants sont sortis, je dis, il y a mon père, il faut sortir mon père. Parce que les pompiers, c'était tellement noir qu'ils ne voyaient rien. Je crie, il faut aller tout droit, il y a le couloir, au bout vous avez 2 canapés. À ce moment-là, j'entends, il est là, on l'a trouvé. Guy Bonnebatch est dans la cuisine, au sol, il est par terre hein, comme un chien. Il nous le passe par la fenêtre et en courant, c'est moi qui arrive le premier et j'ai sa tête en face de moi. On le réceptionne, il est lourd, il est imposant, mais surtout, il ne réagit pas. Il est tout couvert de suie, de noir, quoi. Ça fait bizarre de trouver son papa comme ça, quoi. Vraiment, c'est très très dur. Il avait beaucoup de monoxyde, donc on est obligé de tuber. Et bien là, je peux vous dire qu'on prend une claque quand même. On le met sur le brancard. Je l'accompagne donc moi jusqu'à l'ambulance. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Papa, on le voit partir intubé. Ça a été les images très compliquées. Et on ne sait pas s'il va revenir. On le voit partir comme mort, hein, clairement. On lui dit au revoir. Hein. Les 4 brûlés sont transportés en urgence à l'hôpital le plus proche. Caroline est la maman des 2 petits garçons. C'est au petit matin qu'elle apprend le terrible drame qui vient de se produire dans la nuit. Je me réveille en sursaut et j'attrape mon téléphone, premier réflexe. Et donc de là, je vois que j'avais une 50aine d'appels en absence. Donc là, je ne comprends pas. Je suis un peu livide. Folle d'inquiétude, Caroline se précipite au chevet de sa mère et de ses 2 fils à l'hôpital de Bordeaux. À l'arrivée sur Bordeaux, mes enfants sont dans des caissons hyperbares avec de l'oxygène. Donc l'idée, c'est de réoxygéner petit à petit les poumons de ces enfants pour chasser toute la suie, toutes les émanations de fumée qu'ils ont respirées. Mon plus grand, c'était très compliqué. Il était apparemment plus intoxiqué que le plus jeune. Mes enfants, c'est toute ma vie. Et ça sera toujours toute ma vie. Ça a été dur, ça a été dur. Seule la grand-mère des enfants semble être sortie de cet enfer, sans trop de séquelles. Autant les enfants et Guy sont totalement inconscients, autant Marie-France va être dans un état de conscience plus avancé que les autres occupants de la maison. Elle se tient bien toute seule, voilà, elle ça va. Alors, que s'est-il passé ? D'où provient le feu qui a totalement ravagé le pavillon au beau milieu de la nuit ? Déjà bouleversés, les proches vont bientôt tomber à la renverse. Tout le monde pense à un problème de cheminée, de chauffage électrique, de cet ordre-là, quoi. Il y a, et notamment à proximité de Guy, il y a un vélo électrique dans la cuisine. Est-ce qu'il y a eu un court-circuit ? Est-ce que tout cela aurait fait que le feu aurait été déclenché du fait d'une anomalie ? On se dit, il y a dû avoir un souci électrique. Sur le moment, c'est ça. C'est un accident, quoi. Seulement voilà. À la surprise générale, l'incendie qui a frappé la petite famille n'a rien à voir avec un banal accident domestique. La gendarmerie vient nous chercher à l'extérieur de la maison, nous demande si c'est normal qu'il y avait un bidon d'essence au pied du lit de la chambre de papa et Marie. Donc là, clairement, non. Un bidon d'essence dans la chambre. Qu'est-ce que vous racontez ? N'importe quoi. Il y a des chiffons qui sont entrelacés, imbibés d'essence. On retrouvera aussi un briquet qui est situé sur une chaise. On se retrouve donc face certainement à un incendie criminel. Quand on apprend ça, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème, c'est plus que douteux. Je dis oui, apparemment, il y a un problème. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, ça c'est sûr.
On se pose des questions déjà la nuit, hein. Avec ma soeur, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas le concevoir. Jamais de la vie mon père aurait des ennemis, ni de... C'est pas possible, il est trop gentil, il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui s'entend très bien avec tout le monde, qui est toujours très gentil, toujours prêt à aider tout le monde. Donc non, aucun ennemi, vraiment une personne adorable. Ma maman, elle est aide à domicile, donc elle va chez plusieurs particuliers pour faire le ménage, les tâches ménagères et tout ça. Tout est au beau fixe. Elle est décrite aussi, notamment par ses employeurs, comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, de gentil. Qui aurait tenté de brûler vif Guy, Marie-France et les 2 petits garçons? La gendarmerie de Dax est saisie. Pour l'instant, seule la grand-mère peut éclairer les enquêteurs. Et selon elle, le responsable du drame serait peut-être Guy, son compagnon. En effet, interrogée, Marie-France explique que ces derniers temps, le retraité de 64 ans était diminué et à bout de force. Guy Bonnebatch, il est handicapé, il a été amputé il y a de cela quelques années. Mon papa était chauffeur routier. Il a eu son accident de poids lourd, où il a été amputé justement de sa jambe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est fait opérer quelques jours avant les faits, puisque il souffrait encore de cette jambe. L'orthopédiste avait dû procéder à une nouvelle intervention chirurgicale pour adapter mieux la prothèse sur le moignon. Et en attendant, Guy était un peu coincé dans son canapé, un peu comme un ours en cage, donc ça le rendait un peu irritable. Selon Marie-France, l'ambiance à la maison était devenue irrespirable et Guy était comme une cocotte minute prête à exploser. On sait qu'il y a eu quelques semaines auparavant une discussion assez forte concernant l'acquisition d'un camping-car. Il voulait investir dans un camping-car. Et ma mère ne voulait pas. En investissant dans ça, c'est pas une petite somme. Hein. Cet argent-là, elle voulait pas en manquer parce qu'elle voulait assurer sa retraite derrière. Donc c'était le gros quiproquo. Voici ce que déclare Marie-France aux gendarmes. Guy ne me parlait plus. Il était contrarié. Depuis 15 jours, ça devenait vraiment difficile. J'avais même la boule au ventre quand je rentrais du travail. Je me sentais de plus en plus tendue. Est-ce que vous accusez Guy d'avoir mis le feu à sa maison ? Je ne l'ai pas vu, moi. Après, il paraît qu'on peut tous péter un câble. Désespéré par son handicap, Guy Bonnebatch aurait-il voulu en finir en emportant avec lui le reste de la famille ? Les premières investigations semblent le confirmer. Madame Lacazedieu explique finalement que le soir des faits, il dîne. Guy, il regarde sa série avec Madame Lacazedieu. À 23h, j'ai dit tout le monde au lit. Je fais la bise au petit, je ferme la porte de la chambre en repartant et je me suis couchée. Et après, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Les petits-enfants, eux, seront retrouvés allongés dans cette chambre avec Madame Lacazedieu à leurs pieds. Guy, lui, on le retrouvera au sol, dans la cuisine. C'est vrai que nous, ça nous a perturbé avec ma soeur. Pourquoi il est dans la cuisine à 1h du matin ? Il aurait dû être à cette heure-là de la nuit au lit. Il faut également faire allusion au fait que, alors même que les uns et les autres sont retrouvés tardivement dans la nuit, nous sommes aux alentours de 1h du matin, le Guy est toujours habillé. Moi, je sais que papa, à 22h, ils sont au lit, ils sont en pyjama, ou en tenue de nuit, mais ils ne sont pas habillés à 1h du matin. Ils l'ont soupçonné d'avoir voulu mettre fin à ses jours. Et j'avoue, pendant 2 minutes, j'ai eu le doute. Pour les gendarmes aussi, l'hypothèse paraît crédible. Pourtant, elle ne va pas faire long feu. Et c'est Guy Bonnebatch en personne qui va venir rétablir la vérité. Voici Guy. Cloué sur son lit d'hôpital, le retraité va sortir du coma 5 jours après les faits.
Un véritable miracle. Mais je me suis réveillé à Bordeaux. J'étais en soins intensifs. On dirait que c'est une petite étoile qui m'a sauvé quelque part. Et bon, les pompiers, quand ils sont venus, ils ont dit 3 minutes après, j'existais plus. Il lui restait 3 minutes. 3 minutes à vivre. 180 secondes. Et c'est rien. Ce jour-là, moi je le dis, il y a eu un miracle. Parce qu'on aurait pu tous y rester. On aurait pu tous y rester là. Les gendarmes sont arrivés pour m'interroger dans la chambre. On me retrouve par terre contre le placard à la cuisine. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Si le rescapé a un trou noir, il est formel. Il n'a absolument rien à se reprocher. Je n'ai jamais fait mal à personne. Ça n'est jamais venu dans mon esprit. Je venais être opéré, il faut un certain temps. Il faut compter un mois pratiquement avant la cicatrisation. Après l'opération, j'y vais tous les jours. J'y vais tous les jours voir comment ça se passe. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu arrives à marcher, etc. Et il a très mal. Mais il ne se plaint pas. C'est pas quelqu'un qui se plaint. Je m'étais mis dans la tête d'acheter un camping-car. J'ai cassé les pieds à tout le monde, on va dire. Mais c'était pas méchant. À tenter d'assassiner pour un camping-car, je trouve que c'est un peu bidon. Il y a des tensions, mais rien qui permette effectivement à Guy d'en vouloir à ce point-là à Marie-France et de passer à l'action en décidant de la supprimer. Et puis Guy n'aurait jamais touché à un cheveu des 2 petits garçons. Sans prendre petits-enfants de Marie, jamais de la vie. Sans prendre à mes petits-enfants, à n'importe qui, non, il ne peut pas. C'est pas concevable, il les aimait trop. C'est la folie, moi j'aurais jamais pensé. J'étais content d'avoir les enfants, ils étaient mignons. Bon, on jouait beaucoup, je les adorais. Et voilà, on jouait dans la cour. Moi j'étais assis sur une chaise sans la prothèse et voilà, on plaisantait, on passait du temps comme ça, quoi. Les enfants, il appelait tonton. Papa s'en occupait comme si c'était les siens. On n'a plus notre papa, donc ils n'ont jamais connu leur grand-père. C'était vraiment le papy de substitution, quoi. Quelqu'un de vraiment génial, quoi. Mais surtout, quand bien même Guy aurait eu des idées malsaines, l'homme amputé d'une jambe n'aurait de toute façon pas pu commettre l'horrible crime. Mais comment voulez-vous qu'il fasse? Il est un béquille et il peut pas sauter sur une jambe et tenir le bidon de l'autre. C'est pas possible. Même si j'avais voulu, je n'étais pas apte à porter un bidon d'essence. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Il ne peut pas mettre le feu à sa propre maison. Il ne peut pas, il ne veut pas, et non, c'est pas possible. Alors qui? Non seulement les allégations de Marie-France ne tiennent pas, mais Guy et son entourage vont faire des révélations. Et selon eux, la grand-mère leur faisait vivre un véritable enfer. C'est en 2012 que Guy tombe sous le charme de Marie-France Lacaze-Dieu. Une rencontre inespérée pour le quinquagénaire. J'ai rencontré Marie-France, c'était quelques années après que j'ai perdu mon épouse. Ma mère est décédée d'un AVC, rien de prévu, du jour au lendemain. Ça a été le choc pour tout le monde. Hein. Je ne me voyais pas rester seul. 2 ans après, approximativement, je me suis remis sur un site de rencontre. J'ai vu Marie-France, qui n'était pas très loin de chez moi. À 55 ans, je ne me voyais pas rencontrer quelqu'un. Et là, le fait d'être tombé sur elle, j'étais content de moi. Madame Lacaze-Dieu est aussi dans une solitude à ce moment-là. Ils vont dans un premier temps entretenir une relation, mais en restant chacun dans leur domicile. Puis très rapidement, Monsieur Bonnebadge va insister auprès de Madame Lacaze-Dieu pour qu'elle vienne vivre chez lui, ce qu'elle va accepter. Dans un premier temps, Guy vit un rêve éveillé au bras de sa nouvelle compagne, qui fait l'unanimité auprès du reste de la famille. Quand on la voit avec papa, tout se passe bien. Une personne gentille, petite, menue, rien de méchant au premier abord, hein, souriante. Les premières semaines, les premiers mois, il refait sa vie. Voilà, il a l'air heureux. On a fait des beaux trucs, hein. On a fait des croisières, on était au Portugal, en Espagne, on devait aller en Croatie. Guy pensait refaire sa vie et finir sa vie avec Marie-France.
Seulement le retraité va vite déchanter. Et la belle histoire d'amour va se transformer en calvaire. On n'a jamais prononcé le mot « je t'aime ». Ça m'embêtait un peu quelque part. Quand on partait, elle ne payait pas grand-chose. Elle n'avait jamais le porte-monnaie sur elle, même pour boire un café. Elle faisait le minimum de courses. Quand c'est les grosses courses, c'est moi qui les faisais. Toutes les charges étaient pour moi. Je faisais la musique. J'ai arrêté la musique en fait parce qu'elle n'aimait pas ça. Elle ne supportait pas que je parte en répétition, que je parte le dimanche, tout ça. J'ai préféré arrêter que la perdre quelque part. Marie-France, elle n'a pas véritablement d'amis. Guy, c'est tout l'inverse. Guy, c'est la convivialité, on reçoit à la maison. Elle lui faisait beaucoup de crises de jalousie parce que il allait voir des copains, enfin des amis pour aller boire le café et elle ne trouvait pas ça normal. Voilà, elle voulait savoir où il était quand elle était au travail. Elle lui fouillait le téléphone. C'était jalouse de tout, sans aucune raison. Je faisais tout, absolument tout, pour justement qu'elle n'en soit pas. Et il n'y avait rien à y faire. Nicolas est le fils de Guy. Il a vécu quelques mois avec le couple. Mais l'homme va vite comprendre qu'il est de trop au domicile familial. Alors mon frère, quand ma mère est décédée, il est revenu vivre un petit peu avec papa pour éviter de le laisser seul. Puis ça a duré, donc il est resté là habité et puis Marie-France a aménagé. Au début, c'est tout beau, tout neuf, tout va bien. Tout va bien, on fait le repas, on cohabite. Moi je rentre le soir pour mon travail, tout allait bien au début. C'est après que ça a dégénéré. Mon courrier qui disparaissait. Quand il fallait manger le soir, il y avait 2 assiettes au lieu de 3. Elle lui fait très clairement sentir que il n'est pas le bienvenu là. Alors que c'est sa maison, c'est la maison de son père, bien sûr, mais c'est la maison où il est né, où il a grandi. Un jour, j'en ai eu marre, je suis parti. J'ai déménagé, je suis parti habiter dans un autre appartement. Et c'est de là qu'après, on a compris qu'il y avait un problème, quoi. Elle ne supportait pas ma famille, ne supportait pas mes enfants. Et à peine on arrivait, elle partait dans la chambre ou à la salle de bain. Elle partait s'épiler, alors on a beaucoup rigolé avec ça parce qu'elle a passé beaucoup de temps à s'épiler quand on était là. Je dis à mon père, elle est pas là, Marie-France? Si, elle doit être par là. J'y vais, elle est en train de s'épiler à la salle de bain, quoi. Et moi, je lui dis, mais tu veux pas boire le café? Une première fois. Je la connais pas trop. Si, j'arrive. Bon, très bien. Une deuxième fois, une troisième fois. Et ça s'est présenté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je disais à mon père, mais elle veut pas qu'on vienne, on la dérange. Enfin, il y a un problème là, qu'est-ce qu'elle fait là? On s'aperçoit qu'on gêne, qu'on est gênant. C'est-à-dire, une fois pour boire le café, elle n'a rien trouvé de mieux que de prendre le balai et de nous balayer sous les pieds, nous faisant comprendre, allez, il faut partir maintenant, c'est plus la peine de rester. Et il y a pire. Selon les filles de Guy, même ses petits-enfants n'étaient pas les bienvenus. Et le comportement de leur belle-mère était devenu totalement surréaliste. Nos petits-enfants ne pouvaient pas venir si ces petits-enfants à elle n'étaient pas là. Voilà. Ils ne pouvaient pas les garder, ils n'avaient pas le droit. Il y a eu même une époque où ils les connaissaient plus que les nôtres, ça c'est sûr. Il y a une anecdote que racontera Guy, puisqu'ils ont acquis ensemble un canapé. Madame Lacazedieu n'acceptera pas que les petits-enfants de Guy s'asseyent sur ce canapé. Elle ne voulait pas que mes enfants s'assoient dessus. Les siens, oui, mais les miens n'avaient pas le droit. Je lui dis à mon père, mais il y a un problème, non? Attends, qu'est-ce qu'ils ont ces canapés? Ils peuvent pas s'asseoir dessus. Il y a de l'or dessus ou quoi? Enfin, je comprends pas là. Mes filles, elles n'ont pas le droit de s'asseoir. On se dispute avec lui. Tellement bien, il fait remonter le problème, je pense à Marie-France, qui lui dit, mais n'importe quoi, elles ont le droit de s'asseoir. Elle le manipule. Alors que concrètement, quand mes filles y vont, ou les petits à Sophie, ils n'ont pas le droit d'y aller. C'est comme ça. Et ils n'y vont pas parce qu'ils obéissent. Ça, papa, à un moment donné, c'est devenu trop compliqué à accepter. Donc il lui a remboursé la partie qu'elle avait versée sur l'achat des canapés afin que mes enfants puissent s'asseoir dessus, quoi. Aveuglé, Guy va ainsi céder à tous les caprices de Marie-France, au point de couper les ponts avec sa propre famille. Il s'énerve et nous dit, oui, vous êtes jalouse, oui, ça peut pas continuer, mais faites ce que vous voulez. Jusqu'au jour où il m'a appelé pour me dire, voilà, Marie, ça la dérange qu'on s'appelle autant, elle trouve que vous êtes trop présent dans ma vie. Donc à partir de maintenant, on va moins s'appeler.
Pour moi, ça a été, je l'ai vécu comme un deuxième deuil. En fait, c'est comme si on enlevait mon père alors qu'il était là, mais que j'avais pas le droit de le voir en fait. On a passé quasiment 2-3 ans où on s'est pas vu ou très peu. Oui, j'en souffre. Pendant les 3 ans, j'en souffre, oui. Oui, parce que mon père, c'est sacré. J'ai tout fait à peu près pour elle. Je me suis coupé de mes enfants pendant 3 ans. C'était pas la meilleure chose que j'ai fait. On a vraiment l'impression qu'il dit souvent amen à ce que demande Marie-France. C'est-à-dire qu'il met beaucoup d'eau dans son vin et il laisse passer beaucoup trop de choses. Il est manipulé, il est naïf, entre guillemets. Il essayait de tolérer, mais il était très malheureux, très malheureux. Mais voilà, il était sous emprise. C'était une emprise totale. Elle voulait gérer toute sa vie en fait. Seulement 6 mois avant le mystérieux incendie, à l'occasion d'une énième crise de jalousie de Marie-France, le compagnon soumis avait décidé de réagir. J'ai une belle sœur avec qui je me suis toujours bien entendu. Et un jour, je l'ai appelée et j'ai dit, tiens, il y en a que je t'ai pas vu, tu pourrais quand même venir boire un café, ces 4. Ah, elle me dit, oui, je suis pas loin, je passe te voir. C'était amical, même familial, puisque pour lui, c'était comme sa sœur, en fait. Et puis après, ma belle-sœur est partie. Elle n'était pas passée le portail que, ça y est, Marie-France était en crise totale. Elle me tapait à la porte, elle m'aurait tout cassé. Et là, je lui dis, écoute, ça y est, j'ai longuement réfléchi, j'ai pris ma décision. Et c'est fini. Je te veux plus, tu es malade, c'est pas normal. Voilà, je te mets pas dehors, je ne veux pas être fâché avec toi. Simplement, je veux que tu commences à te chercher un appartement. Tu restes le temps qu'il faut, mais tu te cherches un appartement, pour moi, c'est fini. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne. Et Guy en fait les frais au quotidien. Et au bout d'un moment, quand même, il va enfin lui dire « stop, et il faut que tu partes ». Ça, c'est juste avant l'incendie. Ça donne un beau mobile. Marie-France veut se venger de la décision de Guy de l'avoir mise à la porte. La compagne possessive aurait-elle mal supporté la rupture au point de chercher à supprimer Guy en le brûlant vif ? Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-France Lacazedieu. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment la personnalité de la sexagénaire a alerté les enquêteurs. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-France Lacazedieu, vous allez découvrir comment la personnalité de la grand-mère a alerté les enquêteurs. Avec moi, vous entendrez les voix des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Pour les gendarmes, c'est plausible. D'autant qu'ils en sont persuadés, le responsable de l'incendie est forcément quelqu'un qui était dans la maison. L'année de l'accident, quand nous on arrive sur place, tout est fermé. Tout est fermé, c'est-à-dire c'est des volets électriques, tout est électrique. Et tout est fermé de l'intérieur. Il n'y a plus les clés sur les portes, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien, tout est fermé à l'arrivée des secours et de mon frère et ma sœur. Donc personne n'a pu rentrer de l'extérieur. Oui. Bien sûr, les enquêteurs ne vont pas s'intéresser aux petits-enfants de Madame Lacazedieu. Ces petits-enfants qui sont seulement âgés de 10 et de 11 ans. Ils sont trop petits pour comprendre ce qu'ils font déjà. Et après, il restait comme Marie. Prends ça. Quelques jours après le drame, Caroline revient dans la maison incendiée pour récupérer les affaires de sa maman. Et elle va faire une terrible découverte qui semble faire de sa mère le suspect numéro 1. À la maison de Guy, je me dirige vers le garage et donc là, la voiture de maman était garée dedans. Et là, je vois qu'il y avait le sac de ma maman dans la voiture. J'ouvre la porte et en ouvrant la porte, j'ai senti une odeur d'essence, mais alors quelque chose qui m'a pris au nez, quoi. Et j'ai été au coffre de la voiture. Et dans le coffre de la voiture, il y avait un gros bidon, alors je ne saurais pas vous dire combien de litres, un gros bidon qui était rempli d'essence et le bouchon était manquant. Voilà. On s'est dit, mais c'est quoi ce bidon d'essence ?
Caroline, elle constate qu'il y a là un bidon, et évidemment on le met en corrélation avec le bidon qui est retrouvé dans la chambre de sa mère et de Guy. Par acquis de conscience, Caroline signale aux enquêteurs cette étrange découverte. Mais pour la fille de Marie-France, cela ne fait pas de sa mère la coupable. Ma soeur la voir l'après-midi, donc lui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle dit qu'elle sait pas, elle se rappelle pas, elle comprend pas. Et puis reste un problème de taille. Ce sont les propres petits-enfants de la grand-mère présents le soir de l'incendie. Pour vous, c'est totalement inconcevable. Ah oui. Que votre maman puisse intenter. Enfin, pour vous, c'est. Ma mère, c'était la prunelle de ses yeux, les petits-enfants. Elle voulait qu'ils manquent de rien. Elle leur achetait vraiment ce qu'ils aimaient. Des Legos, il manquait de rien en fait. C'était la prunelle de ses yeux. Comme je lui ai toujours dit, et c'était pas un reproche, mais c'était pour la faire réagir, elle aimait plus ses petits-enfants que ses propres filles. Marie-France, elle est surtout passionnée par ses petits-enfants. Tout tourne, tout est centré autour d'eux. Même Guy et son entourage ne peuvent y croire. Ces petits-enfants, ils les adoraient plus que tout. Quand ils étaient là, en général, moi, je comptais plus, je n'existais plus. C'est ce que je disais souvent. Je ne la voyais pas capable de faire ça. C'est pas logique. C'est à ce moment-là que tout commence à se bousculer dans nos têtes, ouais. Réinterrogée par les gendarmes, la grand-mère, elle aussi, va s'indigner. Voici ce qu'elle leur déclare. Reconnaissez-vous avoir tenté d'assassiner vos 2 petits-fils ainsi que votre compagnon? Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça et même à leur mère. Elle aurait fait quoi de sa vie si j'avais tué ses enfants? Vous vous rendez compte? Enlever les enfants de ma fille, ce sont des mots qui sont durs à entendre. Qu'elle s'en prenne à Guy, on peut éventuellement l'entendre. Qu'elle entraîne avec elle ses 2 petits-enfants qu'elle aimait par-dessus tout, là on ne peut plus l'entendre. Et donc on ne peut pas imaginer qu'elle ait fait du mal à la chair de sa chair. Malgré ses dénégations, la mamie Gâteau aurait-elle tenté de tuer ses petits-enfants? Et si oui, pourquoi? Pour les proches, le doute subsiste autour du mystérieux incendie. Mais l'affaire va bientôt rebondir. Et ce que la famille s'apprête à découvrir est tout simplement impensable. À l'hôpital de Bordeaux, les enfants de Caroline sortent de leur léthargie. Le personnel m'a appelé pour me dire qu'ils étaient les 2 réveillés, qu'ils m'avaient réclamé, mais qu'elle leur avait expliqué que j'étais pas loin et que j'allais arriver, mais tout allait. J'avais retrouvé mes petits garçons, quoi. Mais le soulagement va être de courte durée, car les médecins vont procéder à des analyses de sang sur les 4 victimes. Et là, surprise. Il se trouve que Guy et les 2 enfants ont été drogués. On va trouver une dose importante de Temesta, plus exactement de benzodiazépine, c'est le nom scientifique. Je ne suis pas consommateur de quoi que ce soit, ni Temesta, ni autre chose. Là, c'est pas normal. On me demande si les enfants ont pour habitude de prendre... Donc je dis bien sûr que non. Est-ce qu'il leur est déjà arrivé de prendre des médicaments sans m'en parler? J'ai dit ah non, jamais, jamais, jamais. On en retrouvera aussi chez Marie-France, mais par contre pour elle dans des quantités thérapeutiques. Ce qui explique finalement que le soir des faits, les petits-enfants ainsi que Guy étaient inconscients et que Madame Lacazedieu, elle, était la seule consciente. Pire encore, les gendarmes découvrent que la grand-mère aurait tout prémédité. Dans les jours qui ont précédé les faits, Marie-France s'est fait prescrire donc du Temesta. Et puis c'est surtout un médicament sur lequel elle a fait des recherches sur les doses qu'il convient de donner, sur les effets du Temesta. C'est ce qui ressortira de l'expertise de l'ordinateur, de la tablette. On va retrouver l'ADN de Marie-France sur la anse du bidon d'essence. Tout ça a été très clairement préparé, comme une checklist d'un pilote d'avion. On sait que c'est elle. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça à ses petits-enfants? Ses propres petits-enfants.
inimaginable. C'est pas avec quelqu'un avec qui on s'entendait, mais pour autant, jamais on aurait soupçonné de tels actes venant d'elle. Il faut être tordu, entre guillemets, pour faire tout ça. Les ordonnances, tout était prescrit à l'avance. Même quelques mois auparavant, elle y réfléchissait. C'est sûr. Il n'y a que le diable qui est en mesure de faire des choses comme ça. Et comme si cela ne suffisait pas, les proches vont apprendre l'existence d'éléments troublants dans le passé de la compagne de Guy. Comme toujours dans ces affaires criminelles, bien sûr, les enquêteurs s'intéressent au passé de la suspecte, c'est-à-dire de Marie-France, notamment l'ex-mari de Marie-France. Elle est restée mariée 4 ans. Et puis c'est une relation qui va très mal se terminer. Il indiquera qu'à plusieurs reprises, il a été isolé de sa famille, de ses amis, avec une madame Lacazedieu d'une jalousie excessive. Elle allait même jusqu'à lui mettre des préservatifs dans la poche de sa veste pour, en fouillant ensuite sa veste, lui dire « Qu'est-ce que tu fais avec des préservatifs dans ta veste ?» Il a le sentiment que pendant cette vie, il a été régulièrement drogué par sa femme. Et on retrouvera d'ailleurs du Temesta dans les analyses qui seront faites le concernant. Madame Lacazedieu lui aurait jeté des produits caustiques sur le visage, voire même a essayé de lui en faire avaler. Au plus haut de leur dispute, elle lui a dit « Mais un jour, ça va mal finir, je mettrai le feu à ta baraque avec toi et moi à l'intérieur. » Et là, on est en 2009. L'ex-compagnon portera plainte pour violence conjugale. Marie-France Lacazedieu sera totalement innocentée dans cette affaire, faute de preuves. Mais pour la famille de Guy, cet épisode fait écho à sa propre histoire. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Un homme qui semble être sous l'emprise d'une femme, la présence de Temesta. Ça fait bizarre quand on entend ça, parce qu'on est loin d'imaginer qu'il y a déjà eu une affaire. On va dire que c'est le hasard. Voilà. On se demande à qui on a eu affaire pendant toutes ces années, quoi. Une semaine après le drame, Marie-France Lacazedieu est donc mise en examen pour triple tentative d'assassinat. Elle est incarcérée. Caroline, sa fille, n'oubliera jamais le jour où elle a appris la terrible nouvelle. Je crois que c'est mon téléphone qui sonne. C'est ma sœur qui décroche. Et donc, de là, c'était quelqu'un de la police judiciaire de Dax qui nous appelait pour nous informer qu'elle a été mise en garde à vue à partir du moment où il nous appelait. Voilà. Et là, l'effondrement. On ne comprend pas. Donc on est toutes les deux en voiture, moi qui conduis, on se regarde. Là, on s'est dit, mais c'est pas possible, on est dans un film. Qu'est-ce qui nous tombe encore dessus, quoi. Je suis au milieu, je suis sa fille et je suis la maman des enfants. Caroline, elle est dans la position la plus indélicate, dans la position que personne n'aimerait être, en fait, à savoir, c'est sa mère, elle a plus son père, donc c'est sa mère qui a fait ça, mais c'est aussi ses enfants qui ont subi ça. Face aux preuves qui accablent Marie-France, Caroline doit bien l'admettre. C'est sa propre mère qui a tenté de tuer ses enfants. Je savais que c'était elle au fond de moi, parce que de toute façon, il y avait qu'elle, mais au début j'avais du mal à me l'avouer. Moi qui suis quelqu'un de très dur et qui ai des épaules pour porter beaucoup de choses, l'émotionnel vraiment, je souhaite à personne de vivre ça. Le choc est d'autant plus rude qu'avant de commettre son crime, sa mère Marie-France aurait fait preuve d'un machiavélisme inouï. Alors là, c'est les vacances de Pâques. Ma maman, donc elle était venue les chercher le dimanche dans l'après-midi et ils étaient censés rentrer le mercredi. De là, elle m'avait fait un appel. On me demandait si elle pouvait les garder un jour de plus. Et je lui avais dit, si à vous, ça vous embête pas et que tonton, il a rien de prévu, je vous les laisse avec plaisir. Elle va appeler Caroline en lui disant, écoute, j'aimerais bien garder les enfants une nuit de plus, une journée de plus. Et c'est précisément la nuit où il va se passer ce drame. C'est une horreur. C'est une horreur, ouais. Et ce n'est pas tout. Caroline va découvrir que sa mère lui aurait fait des virements bancaires la nuit du drame. Là, je fais le relevé et là,
je vois que j'avais reçu donc 3 virements en tout, qui comptent un total de 9 000 € qui m'ont été versés sur mon compte bancaire. Elle va faire 3 virements à quelques minutes d'intervalle, minuit 13, minuit 17, minuit 18. Donc là, je comprends pas. Donc je me dis, mais c'est quoi ça? Lui laisse cette somme d'argent, mais où elle sait en même temps qu'elle va lui prendre ce que Caroline a de plus cher, c'est ses propres enfants à elle, les 2 petits. Elle a payé sa fille alors qu'elle allait tuer ses petits-enfants, quoi. Comble du cynisme, alors qu'elle est en détention provisoire, Marie-France Lacaze-Dieu va écrire à sa fille pour lui demander de protéger les enfants. Lors de l'incarcération, des courriers seront interceptés où elle aura tout de même l'outrecuidance de demander à sa fille, surtout pendant l'été, de bien protéger ses petits-enfants du soleil en leur mettant de la crème protectrice pour qu'il n'ait pas de brûlure du soleil. Alors que l'on sait qu'elle était prête à les faire périr par les flammes. C'est incompréhensible. Vous êtes complètement perdu au milieu de tout ça. En fait, c'est le pourquoi. Pourquoi Guy, ok, ça peut arriver à un couple, je suis d'accord. Mais pourquoi eux, quoi? Pourquoi les enfants? Pour tenter de comprendre, il faut remonter en 2013. Caroline divorce. Célibataire, avec 2 enfants en bas âge, la jeune femme demande de l'aide à sa maman. Je suis séparée du papa de mes enfants. Je suis seule, donc elle venait au moins 1 fois par semaine, parce qu'elle les récupérait à l'école 1 à 2 fois par semaine. Parce que moi je travaillais, elle les faisait goûter, voilà. Si je rentrais un peu tard, elle leur donnait le bain. Après, elle se les prenait les week-ends, ou alors elle les prenait quand moi j'avais besoin. Maman, elle est heureuse. Mais petit à petit, Marie-France Lacaze-Dieu va devenir de plus en plus intrusive et envahissante. J'ai toujours été toute seule à devoir tout gérer, donc l'école, la santé, tout ça, enfin, et c'était jamais assez bien. Mes enfants, ils ont toujours eu de l'embonpoint, donc vraiment depuis tout petit. Elle était vraiment axée dans ça, alors que moi, en tant que parent, pas du tout. Je les ai toujours élevés à s'accepter tel qu'on est, même si on a l'embonpoint, il faut faire attention, ma chère. Elle n'avait pas confiance en sa fille, question d'éducation. Donc sa fille se débrouille, elle travaille pour les élever, tout ça. Je lui avais dit à Caroline, c'est pas toi la mère, c'est Marie-France, c'est ta mère. C'était exagéré. Vous pensez qu'elle voulait prendre votre place? Je pense qu'elle voulait pas prendre ma place, mais elle aurait voulu que je fonctionne comme elle voulait. Entre mère et fille, les conflits à propos des 2 petits garçons étaient de plus en plus fréquents. Caroline, elle s'estime effectivement en mesure d'élever correctement ses enfants sans avoir des conseils sans arrêt et perpétuels de sa propre mère. Donc elle essaie de recadrer les choses. Dès qu'elle était là, en fait, mon autorité, elle était remise complètement en question. 2-3 fois, je me suis fâchée avec elle à cause de ça. Selon les psychologues, désespérée, Marie-France n'aurait pas supporté de voir ses petits-enfants lui échapper. Et elle aurait décidé de se donner la mort en les emportant avec elle. Il y a eu 4 experts psychiatres qui l'ont examinée et qui ont exactement les mêmes conclusions. Ils la voient dans une espèce de toute-puissance. Elle seule sait ce qui est bon pour les autres. Et la toute-puissance, ça veut dire tout contrôler. On peut imaginer qu'elle est dans une forme de désespoir de perdre le contrôle de l'éducation de ses petits-enfants. Qu'elle contrôle plus sa fille, Caroline, ce qu'elle a fait pendant des années, et que par désespoir, elle décide de tout démolir. C'est une hypothèse, je n'ai aucune certitude. Une chose est certaine, le soir du 15 avril 2021, Marie-France Lacaze-Dieu est bien décidée à éliminer ses 2 petits-enfants de 10 et 11 ans, ainsi que Guy,
son compagnon. Et voici le terrible récit de cette funeste soirée. J'ai eu mes enfants par vidéo, appel vidéo ce soir-là, pour savoir si ça allait. Ils sont chez mamie et tonton, ils sont bien, là ils s'occupaient à jouer à leur console, je crois. Tout était normal. Elle va demander aux enfants d'appeler leur mère à quelques heures d'un drame. Chose inhabituelle, la grand-mère va demander à ses petits-enfants d'appeler aussi leur papa. Elle ne voulait pas qu'ils appellent leur père quand elle les avait. Elle ne l'aimait pas. Donc les enfants n'appelaient jamais leur père. Mais là, ce soir-là, oui. Et aujourd'hui, avec le recul, ouais, c'était entre guillemets l'appel d'adieu. C'était le dernier appel à leur père. On le voit comme ça. On ne peut pas le voir autrement. C'est l'heure de passer à la deuxième phase de son plan, empoisonner Guy et les deux enfants. Pour cela, elle va leur préparer leur plat préféré. Elle sait que ses petits-enfants adorent la soupe de légumes qu'elle leur prépare. Ils aiment ça. Et donc, traditionnellement, le soir, elle fait réchauffer la soupe. En plus des ingrédients habituels, elle y met du temesta. Elle avait tout mis dans un petit pot qu'elle a mis dans la machine pour faire la soupe, là. Et elle a tout mixé. Elle leur fait prendre la soupe comme si de rien n'était. Elle les drogue. Elle va servir en quelque sorte ce poison, aussi bien aux enfants qu'à Guy. Elle ne prendra pas de soupe. Les enfants, après avoir mangé cette soupe, vont se coucher. Puis ils vont rapidement perdre conscience. Guy, totalement inconscient, est tombé de sa chaise et il est au sol à côté de la table de la cuisine. Elle va aller au garage pour prendre le fameux jerrycan d'essence. Elle va mettre un petit peu d'essence dans la chambre des enfants, également dans la cuisine. Et elle va également mettre de l'essence dans le salon. Puis, la grand-mère va prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sûre que toute la famille périsse dans les flammes. Madame Lacazedieu prend le soin de scotcher le détecteur de fumée qu'avait installé Guy pour être sûre que rien ne fonctionnera. Elle va fermer toutes les ouvertures de la maison et tous les volets électriques et totalement la calfeutrer et fermer la porte d'entrée à clé. Seule personne consciente dans la maison, Marie-France Lacazedieu. Elle va prendre une ultime précaution pour ne pas souffrir dans l'incendie. Monsieur Bonnebatch faisait l'objet d'une opération chirurgicale. Il y a cette fameuse morphine qui avait été prescrite à Monsieur Bonnebatch qui va disparaître et que l'on retrouvera dans son sang à elle après les faits. Tout est prêt. Mais chose incroyable, avant d'allumer la mèche, Marie-France va léguer ses économies à sa fille. Elle fait des virements à sa fille Caroline, un peu comme une succession, un héritage. 9 000 € vont transiter, comme s'il s'agissait d'une espèce de testament. Elle a encore cette lucidité de régler ses comptes à tous les sens du terme. Et puis, elle coupe l'électricité. Et elle met le feu à l'aide du briquet qu'elle avait en sa possession. Et elle se rend au pied du lit de ses petits-enfants. Le plan de la grand-mère était presque parfait. Seulement, il y a un détail qu'elle ignorait. En fait, Guy avait installé un deuxième système d'alarme. Il y avait le boîtier traditionnel qui déclenche en cas d'incendie. Et là, il y avait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, équipé d'une batterie autonome, qui même en cas de coupure de courant, fonctionne et déclenche l'alerte auprès d'une centrale. Marie-France n'était pas au courant. Je ne savais pas qu'il y avait une batterie qui prenait le relais s'il y avait une panne de courant. Elle a cru qu'en disjonctant, l'alarme n'aurait pas marché et elle aurait pu être tranquille tout le temps qu'elle voulait. Ce qui est sûr, c'est que si les pompiers n'interviennent pas ce soir-là, ou en tout cas si cette alarme ne se déclenche pas,
il y a 4 décès de la nuit du 14 au 15 avril 2021. Le lundi 30 septembre 2024 s'ouvre le procès de Marie-France Lacaze-Dieu devant la cour d'assises des Landes. La grand-mère va devoir s'expliquer sur la triple tentative d'assassinat dont elle est accusée. Pour les parties civiles qui ne l'ont pas vue depuis 3 ans, c'est une nouvelle et terrible épreuve. On la voit arriver forcément menottée, des cheveux tout gris. Forcément qu'on est surpris. Le premier jour du procès, elle m'a fait penser à une petite fille qui aurait fait une bêtise et qu'on était en train de punir. La tête rentrée dans les épaules, vraiment à se trifouiller les mains. Ouais, c'était vraiment ça. On attend la vérité. Par rapport à l'accident, j'avais envie d'entendre que c'était elle qui ait fait ça. On aimerait avoir des réponses, le pourquoi. Seulement, les proches vont vite déchanter. Acculée dans le box, la sexagénaire avoue les faits. Mais elle va invoquer une raison totalement insensée pour expliquer son geste. Oui, elle reconnaît, mais elle reconnaît parce qu'elle ne peut plus nier, quoi. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est dans une période de sa vie extrêmement difficile, elle est à la limite de la dépression, elle ne contrôle plus rien, et que j'ai des petits-enfants qui sont peut-être un peu en surcharge pondérale, mais comment ça va se passer la suite pour eux? Ils vont vivre une vie infernale, ils vont être moqués, et donc tout ça est la goutte d'eau qui fait déborder ce vase de trop plein, et voilà, ils vont partir avec moi, et comme ça, moi je les protégerai dans l'au-delà. Elle dit qu'elle voulait mourir et qu'elle voulait amener ce qu'elle aime avec elle. Autant dire que quand moi j'aime quelqu'un, je ne vais pas le tuer. Donc tu veux mourir, mais tu meurs seul. Tu n'amènes pas tes petits-enfants. Ils ont toute une vie à se faire et toute une construction à se faire. C'est dément, c'est pas possible. C'est son cerveau, voilà. C'est ce qu'elle dit. C'est son cerveau qui a vrillé, c'est pas elle. Mais la question principale de Guy, c'est de dire « Pourquoi tu m'as fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je veux comprendre. » Et il n'a pas eu de réponse parce que Marie-France lui dit « Mais Guy, il n'y a aucun souci, moi je t'aimais. » C'est une drôle de déclaration d'amour qu'elle lui a fait là quand même. C'était pas un amour, ça, j'avais pas envie de partir avec elle, moi. Après 4 jours de débat, le verdict tombe. La cour d'assises des Landes va la sanctionner sur une peine qui est une peine lourde, puisqu'elle va être condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle n'a aucune réaction. C'est la platitude, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Une grand-mère qui fait ça à ses petits-enfants, elle s'effondre, elle pleure, elle ne va plus voir ses petits-enfants, quoi. Eh bien, elle, non, rien. Quand j'entends le verdict, même si je sais qu'elle le mérite et qu'on est effondré, on est effondré. Aujourd'hui, Guy Bonnebatch a rebâti sa maison et regrette ce terrible gâchis. On m'a souvent posé la question, alors t'es soulagé, Non, j'ai aucune raison d'être soulagé. Non, je suis revenu dans ma vie, mais bon, voilà. Je me retrouve exactement comme 10 ans en arrière, seul. Les enfants âgés de 14 et 15 ans sont en parfaite santé. Bien conscients qu'ils ont frôlé la mort, ils ont fait le choix de ne plus revoir leur grand-mère. Ils ont été suivis psychologiquement et ils avancent, c'est jugé, ils ne veulent plus la voir. Ils ont pris leur décision, c'est légitime. Ils vivent une vie d'adolescents normale, remplie de copains, de vie tout simplement, quoi. Ils sont en vie, c'est le principal. Quant à Caroline, prise dans un terrible dilemme, elle tente de se reconstruire. Votre maman vous manque ? Je me suis construite toute seule. Et donc aujourd'hui, non, elle ne me manque pas ma vie. Elle a failli tuer mes enfants. Voilà, on est passé pas loin. Je les aurais perdus, je pense que je ne serais plus ici, c'est sûr. Malgré ce qu'elle a fait, aujourd'hui, si je suis comme je suis et que j'ai l'éducation que j'ai
et ma sœur aussi, c'est pas grâce à notre père, c'est notre mère. Donc il y a ce conflit-là de loyauté aussi. Grâce à elle, je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais elle a fait ça, donc elle mérite. Mais ça fait mal. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-France Lacazedieu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Il y a une photo, une seule image, floue, presque insignifiante pour l'œil non averti, mais qui allait devenir la clé d'un mystère qui allait hanter la ville pendant des mois. Sur cette photo, un bureau silencieux, un médecin assis, une lueur vacillante sur son visage et, presque imperceptiblement, un timbre ancien posé sur la pile de dossiers. À première vue, rien de suspect, rien qui ne trahisse la normalité d'une vie ordinaire. Pourtant, ce timbre et la collection à laquelle il appartenait allaient devenir le fil ténu reliant une série d'événements que personne n'aurait pu anticiper. L'histoire commence dans un quartier résidentiel paisible, quelque part dans la banlieue d'une grande ville française. Le médecin, renommé pour sa discrétion et son professionnalisme, menait une existence que beaucoup qualifieraient de tranquille. Ses patients l'estimaient, ses collègues respectaient sa rigueur, et son voisinage voyait en lui l'homme modèle, celui qui ne dérange jamais, et dont la routine semblait immuable. Mais derrière cette façade de normalité se cachait un labyrinthe d'obsessions et de secrets. Les timbres, apparemment anodins, n'étaient pas de simples morceaux de papier, mais des fragments d'une mémoire soigneusement conservée, des indices cryptés que seuls ceux qui savaient regarder pouvaient interpréter. Le jour où son corps fut découvert, tout sembla basculer. Une matinée pluvieuse de novembre 2004, le concierge de l'immeuble, alerté par un silence inhabituel, pénétra dans l'appartement. L'odeur métallique et âcre du sang se mêlait à celle du café encore tiède. Le corps était étendu près du bureau, immobile, les yeux ouverts sur le vide. L'inquiétude initiale fit rapidement place à la stupéfaction. Aucun signe d'effraction, aucune lutte apparente, tout semblait parfaitement ordonné. Mais cette perfection apparente dissimulait quelque chose de bien plus sinistre. Les enquêteurs, expérimentés et aguerris, comprirent rapidement qu'ils se trouvaient devant un cas atypique. Rien ne trahissait la présence d'un agresseur, aucune empreinte digitale suspecte, pas d'arme visible. Le médecin n'avait pas d'ennemis connus, sa vie sociale et professionnelle ne laissait apparaître aucune animosité pouvant mener à un crime. Pourtant, l'absence d'explication évidente rendait l'atmosphère oppressante, chaque détail devenait suspect, chaque objet pouvait être porteur d'une vérité cachée. Le regard se porta sur le bureau, un simple bureau en chêne massif, soigneusement organisé. Les dossiers médicaux, les carnets de rendez-vous et, au sommet de tout, cette collection de timbres. Il fallut plusieurs heures pour que la police, après avoir écarté toutes les pistes classiques, se décide à examiner cette collection avec minutie. Les timbres n'étaient pas rangés selon un ordre alphabétique ou chronologique classique. Non, chaque timbre semblait choisi pour sa couleur, son motif, son année d'édition et surtout pour sa position précise au sein de la collection. Les agents de police, intrigués mais perplexes, prirent des photos, cataloguèrent chaque pièce, sans encore soupçonner que ce simple hobby serait la clé pour élucider un meurtre qui paraissait insoluble. L'enquête prit un tournant inattendu lorsque l'un des inspecteurs, passionné de philatélie dans sa jeunesse, remarqua un motif récurrent. Certains timbres, de différentes époques et pays, présentaient un élément commun, une figure géométrique discrète, presque invisible à l'œil nu. Un carré minuscule dans un coin, un cercle à peine esquissé, une ligne diagonale subtile. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils comprennent que ces timbres n'étaient pas choisis au hasard. Chaque pièce formait une séquence, un code méticuleusement élaboré. La curiosité prit le pas sur le doute. Ce qui semblait être un passe-temps inoffensif était en réalité une forme de journal codé, une cartographie de souvenirs, d'observations et de rencontres, peut-être même un avertissement destiné à ceux qui sauraient le déchiffrer. Les investigations historiques révélèrent que l'art de coder des informations dans les timbres n'était pas une innovation récente.
déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, des agents doubles et des résistants utilisaient des collections philatéliques pour transmettre des messages sous le nez de l'ennemi. L'idée que le médecin, un homme réputé pour son intelligence et sa patience, ait pu reproduire ce procédé dans son appartement, donna à l'affaire une dimension presque littéraire. Chaque timbre, chaque motif était une pièce d'un puzzle crypté, et chaque pièce contenait une part de vérité sur la vie, les rencontres et, tragiquement, les ennemis du médecin. La tension monta à mesure que les enquêteurs commencèrent à déchiffrer le code. Ils découvrirent que les timbres indiquaient non seulement des lieux et des dates, mais aussi des noms, parfois codés par initiales ou par symboles. Le corps du médecin, la scène du crime, l'absence de témoins directs. Tout prenait un sens, mais un sens macabre et méthodique. Il apparaissait que le meurtrier avait non seulement étudié le médecin, mais qu'il avait été informé de cette collection. La précision de l'attaque, l'absence de traces d'effraction et le choix du moment, tout cela indiquait une connaissance intime des habitudes du médecin, peut-être même une obsession silencieuse qui s'était transformée en violence. Ce fut un long travail de patience, d'analyse et de déduction. Chaque timbre, chaque symbole, chaque permutation dans la collection était comparé à des événements passés, à des interactions avec des patients, des collègues et même des connaissances plus lointaines. Des archives municipales, des relevés postaux et des registres de bibliothèques furent consultés. Lentement, le voile se leva sur une vérité à la fois simple et effroyable. Le meurtrier n'était pas un inconnu, mais quelqu'un dont la vie avait été entrecroisée avec celle du médecin, quelqu'un capable de lire entre les lignes d'une collection apparemment anodine et d'y trouver le chemin vers la tragédie. Les jours suivants, l'appartement du médecin devint un sanctuaire silencieux pour les enquêteurs. La lumière filtrée à travers les rideaux lourds dessinait des motifs sur les murs, comme si le temps lui-même hésitait à franchir le seuil de cette scène figée dans l'horreur. Chaque objet, chaque recoin semblait receler un secret, et pourtant, ce furent les timbres qui concentraient toute l'attention. L'inspecteur principal, une femme à l'expérience redoutable, savait qu'il ne suffisait pas de compter les pièces ou de cataloguer les motifs. Il fallait comprendre l'esprit qui avait orchestré ce code. Au fil des jours, l'équipe mit en place un protocole rigoureux. Les timbres furent photographiés, scannés, chaque détail reproduit dans des tableaux complexes qui évoquaient davantage une cartographie qu'une simple collection philatélique. Les couleurs, les motifs, les dates, même les petits défauts imprimés par l'usine semblaient avoir été choisis avec une intention précise. Certains timbres étaient pliés, d'autres portaient de légères traces d'usure, comme si le médecin les avait manipulés à des moments particuliers, marquant ainsi une mémoire vivante, codée, personnelle. Une piste se dessina lorsque l'inspecteur remarqua que certains timbres avaient été émis au moment exact où le médecin avait traité des cas particuliers, des patients qui, à première vue, n'avaient aucun lien entre eux. L'observation ne venait pas d'un hasard, mais d'une logique implacable. Chaque timbre était un témoin silencieux, un enregistrement invisible de rencontres, de secrets et peut-être de conflits. L'idée que le médecin ait transformé sa passion en un journal crypté fascinait autant qu'elle inquiétait. Cette méthode évoquait les pratiques d'espionnage de la guerre froide, où chaque objet anodin pouvait devenir un message. À mesure que l'analyse progressait, une dimension inquiétante émergea. Certains timbres contenaient des marques à peine perceptibles à l'œil nu. Des petites lignes, des points alignés, des combinaisons qui ressemblaient à des coordonnées. Ces indices menaient vers des lieux précis dans la ville, des endroits que le médecin fréquentait régulièrement. L'équipe fit le lien avec ses trajets, ses consultations et même certains rendez-vous secrets, hors du cadre professionnel officiel. Chaque découverte augmentait la tension. Le meurtrier connaissait non seulement ces lieux, mais connaissait aussi la valeur de ces timbres, la manière dont il révélerait les informations si quelqu'un savait lire le code. Les enquêteurs comprirent alors que le médecin avait pressenti un danger, un ennemi discret mais persistant, et avait utilisé sa collection comme une forme de protection, ou peut-être un avertissement. La question était maintenant de savoir si le meurtrier avait reconnu ce code et s'en était servi, ou si une erreur involontaire du médecin avait exposé sa vulnérabilité. La pression monta dans l'équipe, chacun sentant que le temps jouait contre eux, que chaque détail mal interprété pouvait laisser filer la vérité. Un tournant majeur survint lorsqu'un archiviste philatéliste fut consulté pour déchiffrer certains motifs répétitifs. Il identifia une correspondance subtile entre les timbres
et un ancien système de codage utilisé par des services secrets européens dans les années 1970. Ce système, basé sur la combinaison de couleurs et de symboles géométriques, permettait de transmettre des informations complexes sans jamais écrire un mot lisible. La découverte fut stupéfiante. Le médecin avait reproduit ce mécanisme dans sa collection personnelle, transformant ses loisirs en une cartographie cryptée de sa vie et de ses interactions. L'équipe se concentra alors sur les indices les plus récents, ceux qui auraient pu trahir le nom ou l'identité du meurtrier. Après des heures de décryptage, un motif émergea, liant des timbres émis dans des pays voisins, des dates et des initiales presque imperceptibles. Les initiales correspondaient à des patients ayant eu des interactions tendues avec le médecin, mais l'ombre d'un élément supplémentaire planait. Il fallait distinguer le simple conflit professionnel du mobile criminel. Les enquêteurs consultèrent les dossiers, les journaux, les témoignages des collègues et des proches. Chaque détail devint crucial. Chaque conversation fut revisitée, chaque alibi réévalué. Le premier suspect sérieux fut identifié, un ancien assistant, un homme discret, intelligent, mais au comportement de plus en plus obsessionnel après son départ de l'hôpital. Les enquêteurs découvrirent que cet assistant avait eu accès à l'appartement, connaissait la collection et avait montré une curiosité inhabituelle pour certains timbres. La tension monta encore. Cet homme avait la motivation, les connaissances et la proximité nécessaires pour commettre le crime. Mais la preuve tangible restait insaisissable. Les timbres, une fois analysés, semblaient pointer dans plusieurs directions, brouillant volontairement les pistes. Alors que la police s'acharnait sur ces indices, une découverte inattendue fit basculer l'enquête. Dans un carnet retrouvé parmi les timbres, une série de chiffres et de symboles apparemment anodins révéla, une fois décodés, une séquence de dates et de lieux correspondant exactement au déplacement récent du médecin. Mais plus important encore, cette séquence incluait un point précis, l'endroit exact où l'attaque avait eu lieu. La logique du code était implacable. Le médecin, conscient du danger imminent, avait laissé un message pour ceux qui sauraient comprendre, un message destiné à dévoiler la vérité sur son meurtre. L'étau se resserrait. Chaque jour, chaque indice décodé rapprochait l'équipe de la révélation finale. L'excitation se mêlait à l'inquiétude, car le meurtrier pouvait encore observer, connaître la progression de l'enquête à travers des détails banals mais significatifs. L'impression d'un jeu d'esprit entre l'assassin et les enquêteurs créait une tension palpable, comme si le temps et l'espace eux-mêmes devenaient des complices silencieux. Le fil rouge de l'enquête commença à se dessiner. Un mobile, une opportunité et surtout la maîtrise du code. Chaque pièce du puzzle, chaque timbre, chaque symbole, chaque pli dans le papier prenait un sens macabre mais cohérent. La collection de timbres, si longtemps perçue comme un simple hobby, était en réalité un testament minutieux, un héritage crypté qui allait finalement révéler l'identité de celui qui avait transformé la vie du médecin en tragédie. Alors que la lumière du crépuscule filtrait à nouveau à travers les rideaux, les enquêteurs comprirent que le moment de la confrontation approchait. Les timbres, silencieux témoins de cette machination complexe, allaient livrer leurs secrets, et avec lui, la justice pour un homme dont la vie avait été fauchée dans l'obscurité. Chaque détail, chaque couleur, chaque motif semblait vibrer d'une intensité nouvelle, annonçant la prochaine révélation, celle qui mettrait fin à des mois de doute, de peur et de tension. L'enquête prenait une dimension presque obsessionnelle. Chaque matin, l'équipe se retrouvait dans l'appartement, examinant les timbres sous des lampes halogènes, agrandissant chaque détail jusqu'à ce que les motifs presque invisibles deviennent évidents. Les symboles, les couleurs et les lignes discrètes commençaient à raconter une histoire, mais c'était une histoire qui exigeait une lecture attentive, une déduction implacable et, surtout, une patience infinie. Le médecin avait laissé un héritage intellectuel aussi fascinant que sinistre. Chaque timbre, chaque pli, chaque défaut imprimé devenait un indice, une pièce d'un puzzle meurtrier, et chaque pièce rapprochait inexorablement les enquêteurs de la vérité. Le premier lien concret avec le suspect fut découvert par un jeune analyste passionné de cryptographie. Il remarqua que certains timbres, placés à la suite dans la collection, reproduisaient un schéma qui rappelait un parcours précis dans l'immeuble et les rues avoisinantes. La séquence correspondait au déplacement quotidien de l'assistant du médecin, un détail que personne n'avait considéré jusque-là. L'obsession du suspect pour la collection ne relevait plus de la curiosité. Elle démontrait une connaissance intime, presque obsessionnelle, des habitudes du médecin. C'était une révélation à la fois excitante et inquiétante. La tension monta d'un cran lorsque les enquêteurs découvrirent que l'assistant avait récemment acquis des timbres similaires,
dans le même style que ceux utilisés par le médecin pour coder ses messages. Le parallèle était troublant. Il ne s'agissait plus seulement de motifs ou de couleurs, mais d'un véritable langage crypté partagé, ou peut-être imité, qui reliait le meurtrier à la scène du crime de manière directe. La logique du code était implacable. Seule une personne ayant accès à la collection et capable de comprendre son système complexe pouvait agir avec une telle précision. Les premières confrontations eurent lieu de manière discrète. L'assistant fut invité à collaborer sous prétexte d'un contrôle de routine et ses réactions furent observées avec attention. L'homme, apparemment calme, montrait pourtant des signes subtils d'inquiétude, un regard fuyant, un geste répété, une hésitation avant de répondre à des questions anodines. Les enquêteurs savaient lire ces micro-signaux, ces indices comportementaux qui trahissent l'esprit d'un coupable. Chaque phrase, chaque silence devenait une pièce supplémentaire du puzzle, et les timbres, silencieux, attendaient d'être décryptés pour livrer le verdict final. Parallèlement, l'analyse des archives révéla un élément crucial. Le médecin, avant sa mort, avait noté dans un carnet des dates et des initiales associées à certains timbres, mais ces annotations étaient incompréhensibles sans le code. Lorsque le cryptographe appliqua la clé déduite des motifs géométriques et des couleurs, une vérité glaçante émergea. Les initiales correspondaient à des interactions conflictuelles entre le médecin et son assistant, mais plus encore, elles indiquaient un point précis, l'endroit exact et le moment où l'attaque avait eu lieu. La logique du meurtre, jusque-là invisible, devenait claire. Tout avait été planifié, chaque action codée, chaque détail pensé à l'avance. L'équipe décida alors de reconstituer le fil des événements avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement du médecin, chaque rendez-vous, chaque trajet dans la ville fut analysé et comparé aux séquences de timbres. Les timbres, jusque-là considérés comme des objets décoratifs, se transformaient en cartes et journaux vivants, témoignant silencieusement de la planification méticuleuse du meurtrier. Le suspense atteignait son paroxysme. L'identité du coupable se dessinait non pas à travers des témoins ou des preuves matérielles classiques, mais à travers la lecture d'un langage codé soigneusement élaboré. La confrontation finale approchait. Les enquêteurs organisèrent une simulation discrète, suivant le même itinéraire que le médecin et observant les réactions de l'assistant. Chaque détour, chaque arrêt, chaque hésitation était enregistré, et il devint évident que l'homme connaissait la séquence par cœur. L'expérience confirmait ce que les timbres avaient déjà révélé. La méthodologie du meurtre, la planification et l'exécution minutieuse étaient l'œuvre de quelqu'un ayant une connaissance intime de la vie quotidienne du médecin. Le code, jusque-là invisible pour tous, sauf pour celui qui l'avait conçu, avait trahi le meurtrier. Dans une ultime phase d'analyse, les enquêteurs utilisèrent les annotations du médecin pour anticiper la réaction du suspect. Les timbres contenaient des indices non seulement sur le mobile et l'opportunité, mais aussi sur la psychologie du meurtrier. Chaque variation de motif, chaque combinaison de couleurs et de symboles traduisait une intention, un avertissement ou un rappel d'une rencontre passée. Le médecin, en codant ainsi ses souvenirs et observations, avait construit un piège intellectuel, un test subtil destiné à révéler la vérité après sa disparition. Le jour de l'interrogatoire final, l'atmosphère était électrique. L'assistant fut confronté avec la séquence complète décodée, la cartographie des timbres et la correspondance avec les événements réels. Les preuves, invisibles pour quiconque ne savait pas lire le code, se matérialisaient maintenant avec une évidence implacable. L'homme, submergé, ne put maintenir la façade de calme plus longtemps. Chaque détail, chaque nuance du code, chaque répétition minutieuse venait de le piéger dans le filet tissé par le médecin lui-même. La tension se relâcha alors qu'il commença à parler, dévoilant les raisons, les obsessions et les décisions qui avaient mené à la tragédie. Ce fut un moment d'une intensité rare, où la logique pure et la psychologie humaine se confrontèrent dans un ballet silencieux et glaçant. Le meurtrier, à travers ses aveux, confirma tout ce que les timbres avaient déjà révélé. Le plan, la connaissance intime de la vie du médecin, et le mobile, un mélange d'envie, de ressentiment et d'obsession. Chaque pièce du puzzle trouvait enfin sa place, et le silence du bureau, ponctué uniquement par les battements de cœur et la respiration retenue des enquêteurs, semblait absorber toute l'horreur et la complexité de ce crime. La vérité, bien que tardive, éclata avec une clarté terrifiante. Le médecin, dans sa lucidité et sa précaution, avait réussi à transformer sa passion
en instruments de justice. Les timbres, objets apparemment anodins, se révélèrent être des témoins silencieux et précis, des messagers posthumes qui, par la patience et la déduction, avaient permis de résoudre un crime qui aurait pu rester insoluble. La collection, minutieusement organisée et codée, devint le catalyseur de la révélation finale, la preuve irréfutable et la clé d'une justice posthume. Alors que la nuit tombait sur la ville, les enquêteurs restèrent quelques instants dans le silence de l'appartement. Chaque timbre semblait maintenant respirer avec la mémoire du médecin. Chaque motif évoquait les souvenirs et les intentions de l'homme disparu. L'affaire, complexe et tortueuse, venait de trouver sa résolution, mais elle laissait derrière elle un mélange de fascination, d'horreur et de respect pour l'esprit méthodique de celui qui, même après la mort, avait su protéger la vérité avec une précision presque surhumaine. Le décryptage final des timbres avait ouvert une porte que personne n'avait osé imaginer. Chaque motif, chaque couleur, chaque symbole correspondait à une interaction passée, à un conflit latent, à un ressentiment accumulé depuis des années. Le médecin n'était pas seulement une victime passive. Il avait anticipé, calculé et préparé une forme de justice intellectuelle que seul un esprit patient et méthodique pouvait orchestrer. Les enquêteurs, désormais convaincus de la précision de son plan posthume, comprirent que la clé de toute l'affaire résidait dans la compréhension complète de cette collection minutieuse. Le suspect, l'ancien assistant, était désormais sous pression constante. Confronté aux preuves invisibles qui se matérialisaient soudainement avec une évidence implacable, il montrait des signes de nervosité que même ses efforts pour paraître calme ne pouvaient dissimuler. Les enquêteurs le suivaient de près, enregistrant chaque geste, chaque micro-expression, conscients que l'homme pouvait encore réagir, tenter de fuir ou détruire des preuves. L'appartement, silencieux témoin de cette machination, semblait vibrer d'une intensité nouvelle, comme si les murs eux-mêmes retenaient le souffle de la justice imminente. À mesure que la séquence des timbres était recollée dans son intégralité, un schéma précis émergea. Le meurtre n'était pas un acte spontané, mais le résultat d'une série de manipulations et d'observations méthodiques. Les timbres, agencés selon un ordre logique basé sur les déplacements et les interactions du médecin, révélaient un calendrier et une cartographie des événements qui avaient conduit à l'attaque. Le mystère, jusque-là dense et oppressant, commençait à se dissiper sous la lumière glaciale de l'analyse. L'équipe décida d'organiser une confrontation stratégique. L'assistant fut invité à reproduire certaines routines dans un environnement contrôlé, observé de manière discrète par des agents cachés. Chaque réaction, chaque hésitation, chaque micro-mouvement fut noté. Les timbres, silencieux mais omniprésents dans cette investigation, servaient désormais de guide, de fil conducteur pour interpréter la psychologie du suspect. Il devint clair que l'homme connaissait parfaitement le code et que son comportement avait été façonné par cette connaissance intime. Parallèlement, une enquête sur le passé du suspect permit de mettre en lumière des éléments troublants. Son obsession pour le médecin, qui s'était transformée en jalousie et ressentiment, avait été alimentée par une série de frustrations professionnelles et personnelles. Des incidents mineurs, des désaccords avec des collègues, des critiques voilées, tout avait nourri une rancune silencieuse, transformée en plan minutieusement calculé. Chaque timbre, chaque indice, traduisait maintenant un message codé de tension et de rancune, capté par l'esprit analytique du médecin, prévoyant la possibilité de sa propre disparition. Le moment de vérité arriva lorsque l'équipe confronta l'assistant avec l'ensemble des timbres décodés, chaque motif, chaque couleur, chaque symbole exposé dans sa séquence complète. L'homme, submergé par la précision des preuves et la logique implacable du code, commença à montrer des signes d'effondrement. Les murmures des timbres, longtemps inaudibles pour tous sauf pour celui qui savait lire, semblaient résonner dans la pièce, portant la vérité comme une accusation silencieuse mais irréfutable. Chaque détail, chaque nuance avait été soigneusement documenté par le médecin, et l'homme ne pouvait désormais plus nier son implication. Les aveux commencèrent à se succéder, d'abord hésitants, puis de plus en plus clairs, chaque mot révélant la profondeur de l'obsession et la logique froide du crime. Le meurtrier décrivit comment il avait étudié les habitudes du médecin, anticipé ses mouvements, observé ses interactions et choisi le moment et le lieu parfait pour commettre l'acte. Mais il révéla également sa méprise. L'ampleur de l'intelligence et de la préparation du médecin avait surpassé ses propres calculs. Les timbres, conçus comme un journal crypté, avaient enregistré tout ce qu'il avait fait, codé les preuves et préparé le chemin pour sa propre condamnation. Alors que l'affaire approchait de sa conclusion,
Les enquêteurs ressentirent le poids d'une vérité à la fois fascinante et terrifiante. Le médecin, à travers sa collection, avait orchestré une justice posthume, utilisant la patience, la logique et la prévoyance pour capturer celui qui l'avait tué. Les timbres, objets anodins mais porteurs d'une signification profonde, avaient en servi de témoins silencieux et intelligents, révélant non seulement le crime, mais aussi la psychologie du meurtrier. La confrontation finale permit de reconstituer la scène complète du meurtre avec une précision glaçante. Chaque détail, depuis l'emplacement exact du corps jusqu'au mouvement précédant l'attaque, correspondait parfaitement aux indices codés dans les timbres. Les enquêteurs, en reliant chaque point de la séquence, comprirent que rien n'avait été laissé au hasard. Le crime était le résultat d'une obsession, mais la résolution était le fruit d'une patience et d'une intelligence supérieure. Dans le silence de l'appartement, les timbres semblaient maintenant respirer avec la mémoire du médecin. Chaque motif, chaque couleur, chaque symbole était devenu une clé, un témoin, un messager qui portait la voix de celui qui ne pouvait plus parler. L'homme responsable, confronté à la perfection du code et à l'irréfutabilité des preuves, avait été piégé par son propre obsession et par l'intelligence du médecin. L'équilibre fragile entre vie et mort, justice et vengeance, avait été rétabli, mais au prix d'une tension émotionnelle intense et d'un émerveillement presque morbide devant la complexité de l'esprit humain. Alors que la nuit tombait, enveloppant la ville dans une obscurité silencieuse, l'équipe resta quelques instants dans l'appartement. Le calme était relatif, ponctué uniquement par le souffle des enquêteurs et le tic-tac discret de l'horloge murale. Les timbres, témoins immobiles, avaient enfin livré leur secret. Le meurtrier, identifié et confronté à l'irréfutable, avait été arrêté. Et au centre de tout, le médecin, disparu mais victorieux à sa manière, avait démontré que même dans la mort, l'intelligence et la prévoyance pouvaient triompher de la malveillance humaine. Après l'arrestation, l'appartement retrouva une quiétude étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient un souffle après des semaines de tension et de concentration extrême. Les timbres, autrefois simples objets de collection, demeuraient alignés sur leur étagère, témoins immobiles de l'intelligence du médecin et de la fatalité, qui avait orchestré sa propre chute dans la logique du meurtrier. Les enquêteurs, désormais libérés d'une partie de la pression, prenaient une conscience que le véritable travail ne s'arrêtait pas à l'identification du coupable. Il fallait comprendre le fil invisible reliant la vie et la mort, la passion et l'obsession, l'innocence et la culpabilité. Chaque détail des timbres fut étudié à nouveau, mais cette fois dans un contexte différent. L'accent n'était plus seulement sur le code ou les indices, mais sur la façon dont le médecin avait exprimé ses émotions, sa prévoyance et sa volonté de justice à travers un langage silencieux, presque poétique. Les symboles, les couleurs et les motifs reflétaient une complexité émotionnelle que peu de vies humaines laissent derrière elles. Le médecin, en codant ainsi sa mémoire, avait créé un journal crypté qui racontait non seulement le crime, mais aussi sa vision du monde, ses craintes et ses convictions. L'assistant, quant à lui, était placé en détention provisoire, confronté aux aveux et aux preuves qu'il ne pouvait désormais plus nier. Les enquêteurs suivirent ses réactions avec minutie. Son visage, qui quelques semaines plus tôt affichait calme et assurance, trahissait maintenant la peur et la culpabilité. Dans ses yeux, on pouvait lire l'effondrement d'un esprit qui avait cru pouvoir manipuler les événements à sa guise. Les timbres, silencieux, avaient agi comme un témoin impartial, révélant la vérité avec une précision implacable. Au fil des jours, les enquêteurs menèrent des entretiens approfondis avec les collègues et proches du médecin. Chaque témoignage, chaque souvenir, chaque anecdote ajoutait une nouvelle couche à la compréhension de l'homme derrière la tragédie. On découvrit d'un individu d'une minutie rare, capable de patience et de réflexion analytique exceptionnelle, mais également sensible aux injustices, aux conflits latents et à la malveillance qui pouvait surgir dans la vie de tous les jours. Cette humanité, codée dans chaque timbre, contrastait avec la froideur du meurtre, créant une tension morale et émotionnelle complexe pour ceux qui analysaient les faits. Parallèlement, les enquêteurs explorèrent la portée philosophique de l'affaire. Le médecin, par ses timbres, avait établi une forme de justice posthume, démontrant que la logique et la prévoyance pouvaient triompher même lorsque le corps humain était victime de la violence. Ce constat posait des questions profondes. Jusqu'où l'intelligence peut-elle anticiper la malveillance ? La justice peut-elle être servie par des moyens indirects, presque invisibles, lorsque les institutions classiques échouent ? Les timbres, symboles de patience et de minutie,
devenait ainsi le pont entre la tragédie individuelle et une réflexion universelle sur le destin, la vérité et la moralité. L'enquête permit également de revisiter le parcours psychologique du meurtrier. L'obsession qui l'avait conduit à planifier le crime se révélait être à la fois sa force et sa faiblesse. La maîtrise du code et la compréhension de la routine du médecin l'avaient rapproché de son objectif, mais cette même obsession avait rendu ses actions prévisibles et, finalement, déchiffrables. L'intelligence du médecin avait créé une matrice dans laquelle chaque geste du coupable laissait une trace, une empreinte invisible que seuls des esprits perspicaces pouvaient lire. Dans le calme retrouvé de l'appartement, les enquêteurs prirent le temps d'observer les timbres comme jamais auparavant. Chaque motif semblait désormais respirer, porter la mémoire d'une vie, d'une vigilance constante et d'une capacité rare à anticiper la malveillance humaine. La collection devenait une métaphore tangible de l'intelligence et de la résilience. Même face à la mort et à la trahison, le médecin avait trouvé un moyen de transmettre la vérité, d'assurer que la justice serait rendue. La presse, informée de la résolution du crime, commença à relater l'affaire avec un mélange de fascination et de stupéfaction. L'histoire d'un meurtre apparemment insoluble, résolu grâce à une collection de timbres codés, captiva l'opinion publique et suscita des débats sur l'ingéniosité humaine, la moralité et la relation entre passion personnelle et justice. Les timbres, jusque-là objets silencieux et discrets, devinrent des symboles d'une logique implacable et d'une prévoyance intellectuelle exceptionnelle. Pour les enquêteurs, cette affaire laissa un souvenir durable. Elle rappelait que la vérité pouvait se cacher dans les détails les plus inattendus, que l'intelligence humaine pouvait transcender les limites du temps et de la mort, et que chaque vie, même éphémère, pouvait laisser une trace indélébile dans l'histoire et dans l'esprit de ceux qui savent observer. Les timbres, méticuleusement alignés, restaient là, témoins immobiles d'un génie discret et d'une tragédie humaine complexe, portant la mémoire de celui qui, même après la mort, avait réussi à imposer la justice par la subtilité et la patience. La réflexion s'étendit aux implications psychologiques et philosophiques de l'affaire. Le crime, la vengeance, l'intelligence et la justice se mêlaient dans un équilibre fragile, illustrant la dualité de la condition humaine. Les timbres, objets matériels, avaient transcendé leur statut pour devenir des vecteurs d'information et d'anticipation, transformant la passion du médecin en instrument de vérité. Chaque enquêteur, en contemplant la collection, comprit que le temps, la patience et la réflexion peuvent parfois surpasser la violence brute, et que la justice peut émerger des moyens les plus inattendus. Alors que la lumière déclinante de l'après-midi baignait l'appartement, les timbres semblaient vibrer d'une intensité nouvelle, porteurs d'une mémoire intacte, d'une logique implacable et d'une humanité subtile. Le meurtrier, désormais sous les verrous, ne pouvait plus nier son implication, et la ville retrouvait une part de sérénité. Mais pour ceux qui avaient vécu cette enquête, le souvenir de l'ingéniosité du médecin et de la complexité de la justice invisible qu'il avait orchestrée resterait gravé, un mélange de fascination, de respect et de méditation sur la fragilité et la force de la condition humaine. Les jours suivants furent un mélange de tension et de réflexion pour l'équipe. Même après l'arrestation du suspect, chaque détail de la scène, chaque timbre, chaque annotation codée continuait de hanter les enquêteurs. Le médecin, à travers sa minutieuse collection, avait orchestré une forme de justice si parfaite qu'elle semblait défier le temps lui-même. Il n'avait laissé aucune place au hasard. Chaque symbole, chaque couleur, chaque pli dans le papier devenait un indicateur précis des intentions, des émotions et des mouvements du meurtrier. Alors que les enquêteurs revoyaient les archives et les preuves, ils réalisèrent que le médecin avait intégré un double niveau de cryptage dans sa collection. Un pour le suivi des événements, un autre pour révéler la psychologie de celui qui l'avait tué. Chaque timbre portait non seulement une information factuelle, mais aussi une charge émotionnelle, un message codé sur la confiance trahie, la jalousie et l'obsession. Le simple fait de contempler cette collection provoquait un mélange d'admiration et de frisson, révélant à quel point le génie et la vigilance humaine pouvaient s'entrelacer dans un même objet. L'assistant, confronté aux preuves, avait commencé à parler plus ouvertement. Ses aveux détaillés dévoilaient un enchevêtrement de rancune et de calcul. Chaque geste qu'il avait fait, chaque décision qu'il avait prise, pouvait désormais être retracé grâce au timbre. Il révéla comment il avait planifié l'attaque, anticipé la présence du médecin et choisi les lieux avec une précision presque obsessionnelle. Mais il ne pouvait expliquer, ni même comprendre,
comment le médecin avait pu laisser un réseau de preuves aussi subtil, aussi infaillible. C'était comme si, même dans la mort, l'esprit du médecin continuait à orchestrer les événements, transformant chaque objet banal en une arme de vérité. L'équipe de police décida de revisiter l'ensemble des lieux liés à l'affaire, guidés par les coordonnées codées dans les timbres. Chaque point révélé correspondait à un souvenir, une rencontre ou un conflit précis entre le médecin et son assistant. Ces lieux, désormais saturés de la mémoire du crime, permirent aux enquêteurs de reconstituer la chronologie complète, et chaque élément corroborait les aveux du suspect. L'ampleur de la planification et la minutie de la documentation laissée par le médecin faisaient naître un mélange d'admiration et d'effroi. Parallèlement, une dimension plus humaine de l'affaire se révéla. Les collègues et amis proches du médecin racontaient des anecdotes qui, mises en parallèle avec la collection de timbres, dessinaient un portrait complet d'un homme à la fois brillant, sensible et profondément prudent. Les timbres ne représentaient plus seulement un code pour découvrir le meurtrier. Ils étaient le miroir de la vie intérieure du médecin, de sa lucidité, de son sens de la justice et de son souci de protéger sa vérité même après sa mort. Chaque symbole devenait un témoignage de son intelligence et de sa vision du monde. L'atmosphère dans l'appartement devint presque sacrée. Les enquêteurs, fascinés par le travail posthume du médecin, ressentaient le poids d'une conscience supérieure qui les guidait à travers le chaos du crime. Le silence de la pièce, ponctué seulement par le froissement des pages et le clic des appareils photo, semblait absorber toute l'attention, transformant l'espace en un théâtre de vérité et de réflexion sur la condition humaine. Alors que le suspect était conduit pour être inculpé, les enquêteurs procédèrent à une dernière vérification des preuves. Chaque timbre, chaque note, chaque annotation fut confronté aux événements documentés, et l'ensemble forma un réseau cohérent, irréfutable. La logique du médecin, rigoureuse et implacable, s'était imposée sur la malveillance du meurtrier. Le code, soigneusement élaboré, avait transformé la passion du médecin en instrument de justice, révélant un niveau de prévoyance et d'ingéniosité rarement observé. Le face-à-face final avec le suspect fut intense. L'homme, enfermé dans la certitude que ses actions resteraient impunies, dut maintenant affronter l'évidence du génie du médecin. Chaque timbre exposé, chaque symbole expliqué, chaque séquence dévoilée agissait comme une accusation silencieuse mais implacable. La confrontation ne nécessitait aucun ton élevé, aucun reproche. La perfection du code et la clarté des preuves suffisaient à montrer la vérité et le visage de l'assistant reflétait la compréhension soudaine de sa défaite. La tension, palpable et presque tangible, atteignit son apogée lorsque l'équipe expliqua le sens profond des motifs, le double cryptage, les indications sur le lieu et le moment de l'attaque, et la révélation de la psychologie du meurtrier. Chaque timbre était une preuve vivante, une voix du médecin posthume qui parlait de prudence, d'intelligence et de justice. Le suspect, confronté à l'inexorabilité de la logique du médecin, s'effondra. Les aveux, désormais complets, détaillaient non seulement le crime, mais également la jalousie, la rancune et l'obsession qui avaient conduit à l'acte. Alors que le crépuscule enveloppait la ville, l'équipe resta quelques instants dans le silence de l'appartement. Les timbres, témoins immobiles, semblaient vibrer d'une mémoire intacte et d'une logique implacable. La justice, rendue non pas par la force, mais par l'ingéniosité et la patience, s'était accomplie. Le meurtrier, identifié, confronté et détenu, ne pouvait plus nier son implication, et le médecin, même après la mort, avait triomphé, laissant derrière lui un héritage de prudence, de réflexion et de vérité. Dans cette atmosphère à la fois solennelle et méditative, les enquêteurs réalisèrent que l'affaire avait dépassé le simple cadre du crime. Elle représentait une leçon sur la nature humaine, la fragilité de la vie et le pouvoir de l'intelligence et de la prévoyance. Chaque timbre, chaque symbole, chaque motif codé témoignait de la capacité de l'homme à anticiper, à protéger la vérité et à transformer un hobby en un instrument de justice. La mémoire du médecin, gravée dans ces objets, resterait un exemple durable de vigilance, de courage et de subtilité dans l'univers impitoyable de la criminalité. Le calme apparent qui suivit l'arrestation n'était qu'une façade fragile. Dans l'ombre des rues et des immeubles voisins, l'écho de l'affaire continuait de résonner. Les timbres, disposés méthodiquement sur leurs étagères, semblaient témoigner d'un souffle de vie suspendu, porteur d'une mémoire silencieuse et d'une vérité implacable. Chaque motif, chaque couleur, chaque pli reflétait non seulement la minutie du médecin, mais aussi la complexité des relations humaines, des ressentiments accumulés et des passions dissimulées. Les enquêteurs, confrontés à cette intensité, comprirent que l'affaire n'était plus seulement une enquête criminelle.
Elle devenait une méditation sur la fragilité et la profondeur de l'existence humaine. Le suspect, enfermé dans sa cellule, commençait à faire face à la portée réelle de ses actes. Les aveux, précis et détaillés, avaient révélé la mécanique de sa rancune et l'ingéniosité du médecin, mais ils ne suffisaient pas à alléger le poids de sa culpabilité. Chaque nuit, il se retrouvait confronté à l'image des timbres, comme des fantômes silencieux témoignant de sa chute inévitable. La perfection du code et la minutie de la collection transformaient la justice en un miroir cruel, dans lequel il voyait sa propre obsession le trahir. À l'extérieur, l'équipe d'enquêteurs poursuivait son travail avec un mélange de fascination et de respect. Ils avaient été témoins de la manière dont un esprit méthodique pouvait transcender la mort pour faire triompher la vérité. La complexité de l'affaire, l'interaction entre l'intelligence du médecin et l'obsession du meurtrier avait créé une dynamique à la fois effrayante et admirable. Les timbres, silencieux mais omniprésents, avaient servi de vecteur d'une justice posthume, révélant que même dans la disparition, l'esprit humain pouvait imposer l'ordre sur le chaos et la malveillance. Les souvenirs des collègues et des proches du médecin prenaient désormais une dimension particulière. Chaque anecdote, chaque geste quotidien, chaque interaction triviale prenait un sens profond, révélant l'intention et la vigilance du médecin. La collection de timbres, vue sous cet angle, devenait un journal intime crypté, un testament intellectuel, et une leçon sur l'ingéniosité et la prévoyance. Les enquêteurs comprirent que ce qui semblait au départ un simple hobby était en réalité un outil de protection et de vérité, un instrument de justice invisible mais infaillible. Parallèlement, l'affaire suscita une réflexion plus large sur la nature humaine et la morale. Les timbres, témoins immobiles et silencieux, démontraient que la justice pouvait émerger des moyens les plus inattendus. L'intelligence, la patience et la précision pouvaient surpasser la violence brute et la rancune, offrant une leçon durable sur la résilience humaine et la capacité de créer un ordre à partir du chaos. Les enquêteurs, observant la collection, ressentaient une profonde admiration pour le médecin, ainsi qu'une prise de conscience aiguë des subtilités de la psychologie humaine. Le meurtrier, désormais conscient de l'étendue de sa défaite, commença à révéler des détails plus intimes sur ses motivations et son obsession. Il décrivit les frustrations accumulées, les jalousies silencieuses et la certitude erronée qu'il pouvait manipuler le destin du médecin. Mais il admit, avec un mélange de peur et de respect, que la minutie et la lucidité du médecin avaient surpassé toutes ses prévisions. La justice, rendue non pas par la force, mais par l'intelligence et la patience, s'était imposée d'elle-même. Alors que l'affaire approchait de sa conclusion, l'équipe décida de documenter chaque étape, chaque timbre, chaque séquence décryptée. Ce travail minutieux permit de transformer l'histoire en une archive vivante, une trace durable de l'ingéniosité et de la vigilance humaine. Les timbres devinrent des symboles d'une justice silencieuse, un rappel que la vérité peut se manifester même lorsque tout semble perdu, et que l'esprit humain possède une capacité rare à transcender la violence et la malveillance. Le soir venu, dans le silence de l'appartement, les enquêteurs restèrent quelques instants à contempler la collection. Chaque motif semblait respirer, porter la mémoire du médecin et l'intention de sa vigilance. Les timbres, simples au premier regard, étaient désormais perçus comme des messagers posthumes, portant la voix de la justice et de la raison. La tension accumulée au cours de l'enquête laissait place à une méditation silencieuse sur la fragilité et la force de la condition humaine, sur la manière dont un esprit déterminé peut influencer le monde même après sa disparition. Le meurtrier, confronté à cette perfection intellectuelle, ressentait une humiliation profonde et un respect involontaire. Son obsession, qui l'avait conduit au crime, était devenue son piège. La logique implacable du médecin avait transformé la passion en instrument de vérité, et la justice, rendue avec précision, ne laissait aucune place à la contestation. Dans ce face-à-face avec la preuve, l'homme comprit la portée de sa défaite. Ce n'était pas seulement la loi qui avait triomphé, mais l'intelligence et la prévoyance d'un esprit humain exceptionnel. Enfin, l'affaire laissa derrière elle un mélange durable de fascination, de respect et de méditation. Les enquêteurs, la police et même la société qui suivait l'histoire à travers les médias comprirent que le crime et la justice ne se limitaient pas aux preuves matérielles ou aux confrontations physiques. L'esprit, la minutie et la capacité à anticiper les actions humaines pouvaient devenir des instruments de vérité et de justice, transformant les objets les plus ordinaires en témoins et en messagers de la morale. Les timbres, immobiles mais vibrants de sens, demeuraient là, alignés comme des soldats silencieux, porteurs de la mémoire, de l'ingéniosité
et de la vigilance. Le médecin, à travers eux, avait remporté sa victoire posthume. Révéler la vérité, dévoiler le meurtrier et imposer la justice avec une précision implacable. Dans ce silence chargé d'émotions, chaque enquêteur comprit que l'affaire resterait gravée dans leur mémoire comme un exemple rare de génie, de patience et de moralité appliquée à la résolution d'un crime complexe. La nuit enveloppait la ville d'un voile épais lorsque les derniers détails de l'affaire furent finalisés. L'appartement, silencieux et presque sacré, conservait l'empreinte d'une lutte invisible entre l'intelligence et l'obsession, entre la justice et la malveillance. Les Stimbres, témoins immobiles mais vivants dans leur symbolique, semblaient respirer avec la mémoire du médecin, porteur d'un récit que seules les âmes attentives pouvaient comprendre dans toute sa complexité. Chaque motif, chaque nuance de couleur, chaque agencement précis devenait le dernier vestige tangible de sa vigilance et de sa lucidité posthume. Le meurtrier, désormais confronté à la totalité des preuves et aux aveux détaillés qu'il avait lui-même fournis, se trouvait face à l'inéluctable. La perfection du code et la minutie de la collection avaient transformé la passion du médecin en un instrument de justice invisible mais implacable. Les timbres, autrefois objets anodins, avaient révélé l'ampleur de la planification et la profondeur de l'intelligence humaine, rappelant à tous que la vérité pouvait émerger des sources les plus inattendues. L'homme comprit que son obsession, qui avait guidé ses actions, était à la fois son allié et son piège, et que la lucidité du médecin avait surpassé toutes ses prédictions. Pour les enquêteurs, la conclusion de l'affaire ne représentait pas seulement un triomphe professionnel, mais aussi une leçon profonde sur la nature humaine. Ils avaient observé comment l'intelligence, la patience et la minutie pouvaient transcender la violence brute et l'impulsivité. La collection de timbres, silencieuse mais éloquente, incarnait la victoire d'un esprit méthodique et vigilant sur l'obsession destructrice. Chaque objet, chaque détail minutieusement choisi par le médecin portait désormais un message universel. La vérité peut se révéler même dans le silence, et la justice peut triompher de manière subtile mais irréfutable. Les proches du médecin, informés de la résolution de l'affaire, ressentirent un mélange de soulagement et d'admiration. La vie du médecin, bien que tragiquement interrompue, laissait derrière elle une empreinte durable, non seulement par son travail et son expertise médicale, mais aussi par la démonstration de sa clairvoyance et de sa capacité à anticiper le mal. Les timbres, vestiges tangibles de sa pensée et de son plan, devinrent des symboles de sa mémoire et de son intelligence exceptionnelle. Dans la pénombre de l'appartement, les enquêteurs prirent un moment pour contempler la scène. La tension accumulée au cours de l'enquête, la précision du code et la confrontation avec le meurtrier créaient un sentiment d'accomplissement mais aussi de réflexion profonde. La justice avait été rendue, mais elle n'avait pas été imposée par la force ou l'évidence brute. Elle s'était révélée grâce à la patience, à la minutie et à la capacité du médecin de transformer un simple hobby en instrument de vérité. Le meurtrier, désormais sous les verrous, semblait porter le poids de sa défaite comme une leçon personnelle. La lucidité et la prévoyance du médecin avaient transcendé sa propre obsession et avaient démontré que la justice pouvait se manifester par des moyens subtils, que la vérité pouvait s'imposer même lorsque tout semblait perdu. Chaque timbre, chaque symbole codé, chaque détail minutieux était une preuve que l'intelligence humaine pouvait créer un ordre et imposer la vérité au cœur du chaos. La réflexion s'étendit au-delà des murs de l'appartement, sur la ville et sur la société qui avait suivi cette affaire, avec fascination. L'histoire de ce meurtre résolu, grâce à une collection de timbres codés, avait captivé l'opinion publique, provoquant débat et admiration. Les timbres, objets modestes mais porteurs d'un message puissant, devenaient un symbole de la complexité de la justice et de la profondeur de l'esprit humain. L'affaire rappelait que même dans l'adversité et la tragédie, l'ingéniosité, la patience et la réflexion pouvaient transformer la vie et la mort en instruments de vérité. À mesure que la nuit avançait, un silence presque sacré s'installa dans l'appartement. Les enquêteurs, témoins de la perfection du plan posthume du médecin, ressentirent une connexion profonde avec l'intelligence et la vigilance qui avaient orchestré cette justice invisible. Les timbres, simples au premier regard, étaient désormais perçus comme des messagers, des gardiens silencieux de la mémoire et de la vérité. Le médecin, à travers eux, avait imposé sa vision de la justice et de la vérité, laissant derrière lui un héritage durable qui continuerait à inspirer et à intriguer. Alors que les derniers rayons de lune se reflétaient sur les murs et les étagères, l'équipe d'enquêteurs prit conscience de l'ampleur de ce qu'ils avaient vécu.
Ils avaient été témoins de la convergence rare entre génie intellectuel et tragédie humaine, entre crime et justice, entre obsession et prévoyance. Les timbres, alignés avec une précision implacable, restaient des témoins muets mais puissants de ce récit exceptionnel. L'affaire, désormais close, laissait un souvenir durable, un mélange de fascination, de respect et de méditation sur la fragilité et la force de la condition humaine. Le meurtrier, conscient que sa défaite était totale et irréversible, fut conduit hors de l'appartement. Les enquêteurs restèrent quelques instants dans le silence, observant les timbres comme des reliques vivantes d'une intelligence hors du commun. La justice, rendue par la subtilité et la prévoyance, avait triomphé, et le médecin, disparu physiquement, mais vivant à travers son œuvre et sa mémoire, avait laissé une leçon éternelle. La vérité, lorsqu'elle est protégée par l'ingéniosité et la patience, finit toujours par s'imposer, et la justice peut surgir des moyens les plus inattendus, même dans le silence le plus profond. Dans ce calme solennel, chaque motif, chaque couleur, chaque symbole restait gravé dans la mémoire de ceux qui avaient participé à l'enquête. Le meurtre, l'obsession et la minutie avaient créé un récit unique, à la fois tragique et éclairant, rappelant que la justice n'est pas seulement l'affaire de la force ou de la loi, mais parfois de l'intelligence et de la vigilance humaine, capable de transcender la vie et la mort, et de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire.